Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Je suis Pauline et je suis la créatrice du podcast Ma Petite Famille. Dans ce podcast, vous écouterez des récits singuliers, authentiques et inspirants de parents qui partageront leur histoire, du désir de fonder leur famille au quotidien avec leurs bambins. Je vais converser avec des parents anonymes ou plus connus, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, pour vous proposer, de par ces rencontres, un maximum d'histoires enrichissantes, bienveillantes et déculpabilisantes. Vous retrouverez tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois un nouvel épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, des invités et de ma vie de maman, rejoignez la communauté Ma Petite Famille sur Instagram. Et si vous aimez les épisodes, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute privilégiée et avec un petit commentaire. Cela permet, au-delà de me faire très plaisir, de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique? La gamme d'accessoires de pierriculture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Amélie, Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Amélie Huguet, j'habite pas très loin de chez toi, près de Rennes. Je suis née ici mais j'ai grandi plus loin dans l'Oise. Ma famille est composée de Sylvain, mon conjoint depuis 12 ans quasi jour pour jour, de Noé qui va avoir 6 ans en mai et de Ninon qui a eu 2 ans en janvier. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être maman, toi? Je pense que c'était un non-sujet en fait. C'est-à-dire que c'était comme ça en fait. Ma mère a eu ses 3 enfants et en fait ouais c'était un non-sujet. C'est-à-dire que oui je me marierai, j'aurai des enfants et voilà. Bon je suis pas mariée, mais oui je pense que la question s'est jamais posée. C'était plutôt la question de quand finalement. À quel moment on aurait des enfants. Mais oui j'en aurais. C'était une évidence. Ouais. Dans la fratrie, toi, t'es la première? Ouais, je suis la première. Mes frères ont 2 ans et 4 ans de moins que moi. Quand est-ce qu'est venu ce moment où vous vous êtes dit pourquoi pas? On s'est dit ça sur le Vieux-Port à Marseille. C'est drôle. Ouais, on était partis en week-end tous les deux et en fait, moi j'avais envie de me marier en premier. On va faire un voyage en Polynésie de 3 semaines et je savais très bien que quand j'aurais mes enfants, je partirais pas 3 semaines sans eux. Et finalement, c'était plus Sylvain à ce moment-là qui avait envie d'avoir des enfants. Et puis en fait, on avait prévu d'aller à Cuba 6 mois après. Et à l'époque, il y avait les moustiques, etc. Il y avait le Zika en fait. Donc on avait dit en rentrant de Cuba, on se lance. Et j'ai jeté ma plaquette de pilule le dernier jour à Cuba et c'était cool. Et j'ai mis 4 ou 5 mois à tomber enceinte, donc ce qui m'a paru assez long à ce moment-là. Et une fois qu'on est enceinte, on dit en fait, oui, en fait non, c'était pas long. C'était carrément pas long. Comment s'est passée cette grossesse? Nickel. Moi, j'ai eu le sentiment que j'étais faite pour ça, pour être enceinte, faite pour allaiter. Ouais, une évidence en fait. Là où dans mon corps, moi, j'ai souvent pris du poids. J'ai toujours plutôt eu des kilos en trop. J'ai pas eu une seule vergeture pendant ma grossesse. Et pour moi, c'était, je sais que c'est pas factuel, mais pour moi, c'était voilà le signe que j'étais faite pour ça en fait, pour être enceinte et après pour allaiter. Il y avait pas de question. Là où je suis pas trop quelqu'un qui est hyper sûr de moi, hyper confiance en moi. Mais là sur ça, c'est pareil. Il y a pas de sujet en fait. Parce que t'es infirmière puéricultrice, donc tu avais quand même des bases, je suppose. Ouais. Et tu t'es quand même fait accompagner. T'as eu un projet de naissance, un suivi. Alors sur le premier, finalement, oui et non. Alors c'est un peu le côté un peu traître d'être infirmière puéricultrice, c'est que il y a un côté aussi où j'avais l'impression d'être mieux préparée, de savoir à quoi m'attendre. Je savais que il y aurait la nuit de la Java, je savais que mon bébé il allait pas faire des nuits complètes tout de suite, qu'il allait pas dormir à la mater. Il y avait des choses que je savais. J'étais assez sûre de moi sur ça, ce qui bien sûr
Ne s'est pas tout passé comme ça, évidemment. Hein. Mais je pense que voilà, il y avait des choses où du coup, et puis j'avais mes copines de l'école de Puer, on était ensemble, on est toujours aujourd'hui hyper soudés. Et à l'époque de Noé, en fait, on était 4 en fait enceintes en même temps. Donc on a un groupe de 5, on était 4 enceintes en même temps, avec des termes entre mars et juillet. Donc il y en a une qui est née en mars, qui vient elle d'avoir 6 ans. Noé est née en mai, l'autre est née début juin, et le dernier est né mi-juillet. Donc en fait, on a aussi vécu ça tout ensemble. Pour 3 des 4, c'était une première grossesse, donc on a pas mal échangé. On s'est vus toutes les semaines, on s'est fait des restos, on a passé du temps ensemble, on a partagé ça. Ça, c'était top. Ah bah oui, je pense. Et effectivement, dans les moments de doute, il y avait leur côté puer qui rassurait. Il y avait une qui allait avoir du coup son premier enfant. Non, son deuxième, pardon, qui avait déjà un premier enfant. Donc voilà, il y avait l'expérience des mamans de certaines et l'expérience de puer et ça, voilà, ça mettait en confiance. Après, du coup, ce qui fait que sur la naissance, j'ai fait mes cours de prépa. Oui, je m'étais dit, je vais prendre la péridurale le plus tard possible, mais en fait, sans vraiment me préparer correctement, au final. Après analyse un peu du truc et cheminement, ouais. Je suis allée comme ça en me disant, oui, j'ai pas envie de prendre la péri, à peine mis un pied à l'hôpital. On verra, je repousserai. Enfin, tant que je peux, ça le fera. Et comment ça s'est passé concrètement ? Ça s'est passé en post-terme déjà. Donc le rendez-vous de J1, où j'étais suivie, le rendez-vous du post-terme, mais pas le jour du terme, il est à J+1. Voilà, il y avait un col qui était plutôt favorable, etc. La sage-femme nous a proposé... En fait, la nuit d'avant, on avait consulté parce que j'avais des petits saignements et la sage-femme nous avait dit, vous habitez loin, donc on a dit, non, 10 minutes, on repartait, en fait, le travail n'a pas commencé. Il y a les petits saignements, c'est sûrement que le col travaille. Donc peut-être vous allez revenir dans 2 heures ou dans 2 jours. Et donc le lendemain, on avait le rendez-vous de J1, du coup. Donc là, le col était j'avais déjà un col qui était à 1,2 depuis déjà le rendez-vous du 9e mois. En fait, celle de la veille nous avait dit, peut-être qu'on vous fera un décollement de membrane. Donc j'ai suggéré ça. La sage-femme a dit, mais en fait... là, si je vous décolle les membranes, peut-être vous allez rompre et vous allez rester. Oui, enfin là, je suis âgée, donc à un moment donné, je vais venir pour rester. Enfin, c'est factuel. Tu te sentais pas grosse à ce moment-là, enfin lourde? Grosse, en fait, j'avais besoin je me répétais à longueur de journée, ça va se terminer. J'avais beau savoir être un peu, voilà, savoir qu'une grossesse c'est 9 mois, plus ou moins, voilà, quelques jours, enfin, ou pas, bref. Mais il y avait quand même un moment donné où j'avais l'impression que jamais ça allait s'arrêter. J'allais rester enceinte toute ma vie. et non, c'est pas possible, hein, ça n'arrive pas. Mais voilà, donc elle a fait le décollement de membrane, elle nous a donné des conseils en mode alors est-ce que vous avez toujours des rapports sexuels ? Donc vous allez mettre un coussin sous vos fesses, vous faites pipi avant, comme ça vous avez pas besoin de faire pipi après. Bref, elle nous a fait tout un laïus de comment faire l'amour en 4 leçons. Ouais. Elle nous a dit ça, elle nous a raccompagnés à la porte. Et une fois qu'on avait fait quelques pas dans le couloir, elle a levé la main en mode « Allez, bonne soirée les jeunes !» C'était très drôle. Ça nous a beaucoup fait rire. Donc bref, et dans la nuit, en fait, j'ai eu des contractions. J'ai pris un petit bain, j'étais bien. Et puis à un moment donné, voilà, un bain. Puis j'ai pris un deuxième. Entre deux, j'avais pris une douche. Enfin bref, et donc à un moment donné, on est arrivé à la mater vers 5h, 5h30. Et la sage-femme qui nous a accueillis, c'était une que je connaissais de visu puisque je travaille vraiment juste à côté, avec qui j'avais un bon feeling parce que c'est celle avec qui on échangeait facilement, qui nous a dit c'est aujourd'hui que vous allez être parents, quoi. Et là il y a un côté ah ouais, ok, on est quelle date ? Ok, 31 mai. Bon il va naître le 31 mai. Donc voilà, le travail a commencé. En fait, j'avais très mal dans le dos, dans les reins, donc j'ai pris un bain, etc. Puis à un moment donné, rapidement, j'avais pas de répit en fait, j'avais vraiment une douleur constante. Donc c'est là où j'ai dit j'ai mal. L'équipe venait juste de changer. Et puis on pose une péridurale en fait. J'ai pas su dire en fait j'aimerais d'autres propositions. À ce moment-là, voilà, avec le recul, ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça. J'ai pas su le dire, on n'a pas su le dire. Enfin bref. Donc j'ai eu ma péri. Au final, mon bébé était pas bien positionné. Il regardait pas le sol, il regardait le plafond, donc ils ont essayé de modifier sa position, etc. Donc t'as eu des versions pendant que tu en fait ils essayaient, pas une version, mais ils essayaient de le repousser pour le tourner. D'accord, ok. Parce que le repousser parce que le fait qu'il appuie sur le col, c'est quand on appuie sur un truc, on n'a pas de il y a pas de mouvement possible. Donc elles ont essayé de faire ça et ça se modifiait un peu, ce qui fait que juste avant ça, je lui dis mais du coup c'est compatible avec une voix basse. Elle m'a dit oui, là quand vous poussez, on sent qu'il modifie sa position, donc ça va aller, etc. Et puis à un moment donné, j'ai eu un peu plus mal. On a rappelé un anesthésiste qui a remis de la péri.
Et puis, du coup, au moment de pousser, en fait, je sentais pas des masses. J'ai entendu la péris déclencher, parce que la péris déclenchait 1 fois par heure, en fait. Sauf si j'appuyais en plus, mais finalement, c'était pas un débit constant, c'était 1 fois par heure, il y avait une petite dose. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais non, il faudrait pas qu'elle ait une dose supplémentaire. Déjà, tu ne sens rien. Elle me dit c'est bien, mais en fait, je sais pas en quoi c'est bien ou c'est pas bien, puisque je sens pas. Donc voilà, donc j'ai poussé 1 demi-heure, ça n'a pas fonctionné. Donc on a essayé la ventouse, elle a lâché 1 première fois, puis 1 deuxième fois. Ils ont changé d'instrument puisqu'il y avait une plaie au niveau de sa tête suite à la ventouse. Ok. Ils ont essayé de mettre les forceps, mais il était trop bas, si j'ai bien compris. Et puis en fait, il avait un hématome au niveau du crâne. Ils ont fait une écho en fait à travers mon périnée pour voir si le bébé progressait ou si c'était la taille de son hématome. Je savais pas non plus. Ou si c'était la taille de son hématome. Effectivement, en gros, le bébé, factuellement, la distance entre son crâne et la peau de mon périnée ne bougeait pas. Donc là, ils ont appelé un deuxième gynéco. C'est un peu cliché, hein, le mec qui fait 1m90 qui débarque, spatule et échec. Et donc là, ils ont dit césarienne et j'ai eu l'impression que le mot n'était pas terminé, que j'étais déjà le brancard était à côté de ma table d'accouchement. Il y avait 10 personnes dans la piole. On a traversé le couloir à toute vitesse. Et personne avant ça t'a dit il y a une possibilité. En fait, même dans ta tête, tu te l'étais pas dit. Quoi. Si, au moment où il était pas très bien positionné, moi j'avais dit. Et puis à un moment donné, le liquide en fait commençait un petit peu à se teinter. Donc moi, c'est un truc auquel moi je m'occupe des. À l'époque, je travaillais en réanimation néonatale, donc avec des enfants qui ont parfois des naissances difficiles. Qui se passe pas bien, ce qui a son sens après dans la suite de l'histoire. Et du coup, cette histoire de liquide teinté, ça m'inquiétait un peu. Et en fait, la sage-femme était très rassurante. On avait un super feeling. En plus, elle avait le même prénom que ma mère. J'ai le même prénom que sa fille. Enfin, en gros, elle avait le même sac que j'avais, là, le sac des affaires de bébé. Enfin, il y avait vraiment un super feeling. Et elle était hyper rassurante en disant, OK, il y a un liquide qui se teinte un peu, mais on n'est pas sur un liquide méconial. Et puis, en fait, il y a aucun autre signe à côté. Donc, tant que ça, tout va bien. Donc, 2-3 fois, j'avais dit, mais est-ce que c'est compatible avec la boa basse? Et oui. Et là, pouf, césarienne, elle avait pas fini le mot que j'étais déjà sondée sur le brancard à traverser le couloir. Et ton homme là-dedans Mon homme a été écarté. Et puis du coup j'ai eu ma césarienne sans lui. Je pleurais. Lui, ouais, ils l'ont même pas. Non, là c'était César code rouge, donc il fallait que dans les 10 minutes il soit sorti. Donc voilà, il a été écarté. Moi je pleurais. En plus arrivé dans la salle de César, l'anesthésiste me dit tenez le masque sur votre visage, et je lui dis mais je vais pas avoir une anesthésie générale. Enfin, il dit ça dépend si le produit que je vous ai poussé tout à l'heure dans la salle d'accouchement va être suffisant ou pas. Donc là en plus je me dis mais c'est pas possible, je peux pas m'endormir là enceinte et me réveiller après avoir eu le ventre ouvert et mon bébé. Enfin, en fait j'ai su après qu'ils avaient anticipé que comme la position du bébé était pas top, il y aurait sûrement besoin d'instruments, et donc c'est là aussi où il avait poussé d'autres médicaments dans la péridurale. Pour que l'anesthésie soit plus grande et au cas où ça finisse en césarienne. D'où le fait aussi peut-être que tu sentais pas des masses. Voilà, donc il y a sûrement un enchevêtrement de trucs. Donc voilà, donc je pleurais tellement pendant la césarienne qu'à un moment il me dit mais il est là, il a pleuré, vous l'avez entendu? Et je pleurais tellement que j'avais même pas entendu. Au final il a dû avoir un petit cri puis un petit coup de moins bien. Et puis en fait dès qu'il est arrivé sur la table de réanimation, il a été séché, il a vite repleuré, il a été mis en peau à peau sur mon conjoint très très vite. Et l'auxiliaire de puériculture qui était avec nous, du coup, l'a pris en photo avec son téléphone perso, et ils sont venus me le montrer. En fait, à un moment où je commençais à me calmer, il était né, il commençait à me recoudre, elle est venue me dire mais ça y est, il est en peau à peau sur son papa. Donc là, elle l'a nommé, et en montrant la photo, donc là, je me suis remise à pleurer complètement effondrée de soulagement, de bonheur, et aussi de rater ça en fait, de rater ce moment c'est la rencontre de ma vie que j'ai ratée, quoi. Qui s'est pas passé comme t'aurais imaginé. Je pense que toute la grossesse, j'ai imaginé le regard de mon conjoint qui allait découvrir ce bébé, et j'ai pas eu ça. Et on le rattrapera pas après. C'est pas grave aujourd'hui. J'allais dire, je suis en paix avec ça. Ça s'entend vachement. Non, c'est encore très présent. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré en le racontant. Ça allait mieux. Mais voilà, on a raté ça, c'est comme ça, c'est trop tard, c'est passé. Après, c'est aussi la façon dont ça s'est passé pour Noé, ou pour la deuxième grossesse et la deuxième accouchement, j'ai dit en fait je vais faire différemment. Et si ça s'était bien terminé pour Noé, j'aurais sûrement pas eu le deuxième accouchement que j'ai eu. Donc aujourd'hui, voilà, je sais que peut-être ça devait pas arriver pour cette raison, mais en tout cas c'est arrivé et on en a fait quelque chose d'autre. Et voilà, et puis après
Après, t'es remontée en chambre donc avec tes 2 hommes. Ouais, alors je suis descendue en salle de réveil d'abord. Oui. Heureusement, ils ont pu venir avec moi en salle de réveil. Puis le brancardier m'a oublié en salle de réveil. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que la sage-femme m'a préparé, m'a dit le brancardier va venir vous chercher. Donc elle avait tout enlevé, j'étais dans un coin et en fait, au bout de je sais pas une demi-heure, 3/4 d'heure. Que ton mari et Noé étaient dans la chambre, ouais. Et mon conjoint a dit c'était hyper bizarre parce que du coup il y avait que moi et lui dans la chambre, il y avait pas de la place, donc c'est-à-dire une chambre d'hôpital sans le lit de malade entre guillemets, c'est quand même assez vide. Et puis en fait il m'avait descendu mon téléphone quand ils étaient venus et donc je lui avais envoyé un message pour dire elle me prépare et j'arrive et plus de batterie parce qu'autant dire qu'on n'avait pas du tout anticipé etc. Et sauf qu'en fait le j'arrive ça a été une bonne heure plus tard quoi. Donc lui commençait à s'inquiéter, mais effectivement je suis remontée dans la chambre, du coup il était minuit quelque chose. Et est-ce que t'as fait la première tétée d'accueil ou Ouais, du coup, quand ils sont descendus en salle de réveil, on a pu faire la tétée d'accueil. Et là, t'as eu le lien avec ton fils. Oui. Alors après, en fait, quand on est sorti du bloc avant de descendre en salle de réveil, ils me l'ont posé sur moi quelques instants, qui étaient les secondes les plus courtes et les plus longues de ma vie au final. Mais au final, quand ils l'ont posé, je me suis dit, mais ça pourrait être n'importe quel autre bébé, que j'en saurais rien. Ah oui, tellement t'as pas vécu comme j'ai pas vu quand il est sorti de mon ventre quand même. À ce moment-là, je me suis dit ça. En fait, ça pourrait être n'importe quel bébé que je saurais pas en fait. Je saurais pas le. Bon après, il avait une grosse trace de ventouse et de forceps sur le front, donc si c'était bien le mien. Et puis il y avait aucun doute possible. Il a tout de suite été sur mon conjoint, mais il y a eu ce côté. La première pensée, ça a été ça quoi. Ça pourrait être n'importe quel bébé que j'en saurais rien. Et non, je sais très bien que c'est lui, mais à ce moment-là, ouais, je me suis dit ça. Ouais, puis avec tout le chamboulement émotionnel que t'avais vécu juste avant, et puis si t'étais en pleurs, etc., c'est sûr que ça... en fait, j'ai eu la perception est tout autre. Hein. Puis j'ai eu la peur de ma vie, comme je m'occupais quelques mois avant, jusqu'à d'être arrêtée, je m'occupais d'enfants dont les naissances se passent pas bien. Donc en fait, au moment où ils ont dit césarienne, moi je me suis imaginée... je l'ai imaginé dans une des chambres précises du service, avec une installation précise, et je me voyais pleurer au pied de mon lit du lit de mon bébé parce que pendant 3 jours, j'avais pas le droit de le prendre dans les bras parce qu'il y avait une procédure spécifique que je connais et que j'ai appliquée avec d'autres enfants, mais là, c'était le mien, en fait. Donc, en fait, quand ils ont dit vraiment césarienne, je me suis imaginé soit il va mourir dans mon vagin, soit il va finir en réanimation, et ça va pas bien finir, quoi. Donc, c'est aussi pour ça, je pense que toute la césarienne, j'ai pleuré, j'avais hyper peur. Ouais. Bah, ça se comprend aussi. Je pense. Et donc les premiers instants se passent plutôt bien quand même. Ouais. T'as sûrement un peu mal, mais ça va. Ouais, mais pas tant que ça, franchement. Oui, évidemment, dans la mobilité dans mon lit, elle est pas parfaite. Après, tu vois, retour en chambre à minuit. Fatiguée. J'ai mangé un petit truc. Il a tété. J'étais très rassurée qu'ils aient pas donné un bib, un complément ou autre. Il a tété. Mon conjoint est resté. On a dormi, voilà, le lendemain matin, elle m'a enlevé ma sonde, je me suis levée, j'ai pu prendre une douche, même négocier un shampoing pour l'après-midi, mais j'ai eu mon shampoing, non, après ça s'est fait, on était, oui, on avait eu peur, Sylvain a été choqué de la ventouse notamment, mais on était dans notre bulle en fait. Ces 3 jours en maternité, là, c'était top en fait. On était dans notre bulle, quoi, vraiment, vous voyez les petits papillons qui volent autour, les petits cuicui, les petits oiseaux, et puis on avait bien limité les visites. Ouais, mais t'étais au courant déjà là il y a aussi, 6 ans. Voilà. Moi, je savais que les trop de visites, c'était pas forcément. C'est bien de le redire. Ouais. Pour ceux qui vont nous écouter. Après, voilà, j'ai des amis pour qui c'est important d'avoir eu plein de visites, etc. Pour moi, je savais très bien comment ça se passait en maternité, c'est-à-dire que quand tout le monde s'en va à 19h, les enfants se mettent à pleurer, et on est fatigué, etc. Donc, il n'était pas question de ça. Donc, on a eu nos parents et mes grands-parents qui sont venus une demi-heure à tour de rôle chaque jour. Donc, en fait, voilà. Ce qui fait qu'on a pu faire des siestes dans la journée. Quand on a eu la nuit de la Java, le lendemain, on a pu bien récupérer. Donc, quand même, quand on n'accumule pas aussi de la fatigue, parce que ça faisait déjà 2 jours que j'avais pas dormi, comme la nuit du terme, on avait consulté. Puis après, on était arrivé au milieu de la nuit. Enfin, à un moment donné, il faut aussi... Oui, puis t'as eu une césarienne, hein, c'est quand même une opération. C'est quand même une opération, c'est ça. C'est là où on se dit, en fait, je viens d'avoir la première opération de ma vie. J'ai eu la même chose. Enfin, la première, oui et non, j'avais eu les amygdales toutes petites, mais pas de souvenirs et pas de... Oui, une grosse trace. Ouais, c'est ça, une belle trace. Et le retour à la maison, alors? Bien, passer la galère de mettre
le siège auto dans la voiture, qu'on avait tout le temps regardé, enfin le cosy, là, ça s'adaptait pas, tout ça. Donc le petit coup de stress sur le parking. Mais non, ça s'est bien passé. Mon conjoint a pris ses jours. Pas tout d'un coup, mais en fait, Noé est né le 31 mai et mi-juillet, il quittait son boulot actuel pour un nouveau boulot. Donc ce qui fait qu'il a eu... à l'époque, il y avait 2 semaines. Donc il a eu les quelques jours. Puis comme ça allait à la maison, il est retourné bosser genre 10 jours et après il a eu plein de temps à la maison parce que comme il a terminé un boulot et qu'il a commencé l'autre qu'un mois après, en fait on a eu quasi tout l'été ensemble. C'est génial ça. Donc oui, c'est entre la naissance le 31 mai et le 20 ou 25 août, il a dû recommencer son nouveau boulot, il a dû bosser 15 jours. Donc en fait c'était cool quoi. C'était franchement royal. Et donc mise en place de l'allaitement parce que ça c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ouais. Nickel. Nickel, si ce n'est qu'au bout de 10 jours, le poids était pas dingos. Et là, je comprenais pas, en fait. Parce que tout était suffisamment, les couches étaient elles étaient bien pleines comme il fallait, Tous les critères, pour moi, étaient au vert. Et pour autant, il y avait ce poids qui stagnait. Et en fait, j'ai vu une pédiatre, que j'avais choisi de faire suivre Noé dans un cabinet où je connaissais plusieurs pédiatres. Bref, c'était pas la pédiatre j'ai eu le rendez-vous qu'il y avait. Et en fait, elle m'a dit, tout est ok, il t'aide suffisamment, etc. On se revoit dans 4 jours, mais je suis sûre que ça va aller. Et effectivement, 4 jours après, il avait pris un poids dingue. Et à 4 mois et demi, il faisait 9 kilos. Donc, autant te dire que... Ça va. Voilà. Mais vraiment, elle a été aussi juste, elle m'a dit, mais tout va bien, effectivement. C'est là aussi où, du coup, en tant que puère, j'étais un peu, je comprenais pas pourquoi il prenait pas du poids, alors qu'il était suffisamment, que je savais que j'avais du lait, qu'il faisait bien pipi, bien caca. Enfin, il y a eu à un moment donné un petit coup de stress en mode, pourquoi il a pas pris de poids? C'est pas comme les livres. Grand chose, alors que tout est ok. Et en fait, juste elle m'a dit, mais effectivement, tout est ok. Donc, il y a pas de problème. Tu viens de sortir de la mater, effectivement. Il y a le changement entre la mater, la maison. Voilà, on se revoit dans 4-5 jours, je me rappelle plus. Et ça va aller. Et effectivement, juste elle m'avait pas culpabilisée. Elle m'avait juste mis en confiance, rassurée et roule ma poule. Il en faudrait plus des comme ça. Il en faudrait plus, ouais. Et alors, l'idée d'avoir un deuxième, donc toi, t'as allaité combien de temps avant du deuxième Pour Noé, j'ai allaité 8-9 mois. Oui, comme ouais. Et t'as repris le travail J'ai repris le travail au bout il avait presque 4 mois, j'ai repris le travail de nuit. Donc là, effectivement, au bout d'un moment, tirer la nuit, quand t'es au boulot, tu rentres du boulot, tu vois pas ton enfant, il est déjà en garde, il faut que tu tires avant d'aller te coucher. Donc travailler une nuit de 12 heures, c'est-à-dire que tu commences à 19h30, tu finis à 8h, t'arrives chez toi avant 8h30, il faut que tu tires avant d'aller dormir. Au bout d'un moment, c'était clairement dur. Même si en soi, quand je tirais au boulot, j'avais beaucoup de lait, j'avais aucun problème pour fournir les quantités, etc. Mais il y a un moment donné, la fatigue, les nuits, tirer son lait avant d'aller dormir après une nuit de boulot, je pense que c'est vraiment, pour moi, ça a été hyper dur. Et donc, il y a une fois ou deux où tu tires pas parce que t'as la flemme, et puis au niveau de la tension des seins, ça le fait, et puis forcément après, ça impacte sur ta lactation, et puis je pense que c'était commencer à enclencher le truc de l'arrêt. Puis à un moment donné aussi, on attendait qu'il dorme la nuit, la nuit entière. Là où aussi, en tant que puère, je sais pas pourquoi j'avais en tête 3 mois. Je pense que j'avais eu des copines, leur bébé s'était mis à dormir à 3 mois. Donc en fait, en gros, à 3 mois et un jour, j'étais là. Ah, il a pas dormi cette nuit. Le lendemain, ah non, toujours pas. Et il y a un moment donné où du coup, quand tous les matins on se réveille en se disant, en fait, c'est toujours pas cette nuit qu'on a fait une nuit complète. Donc on a décidé à un moment donné d'initier un sevrage nocturne, en tout cas, ce qui a plutôt bien marché au départ. Après non, on avait des entr'actes, j'étais réveillée entre 1h et 3h la nuit. Voilà, le sommeil était un gros point avec Noé. L'endormissement aussi, on le berçait longtemps. Donc comme j'ai dit, il faisait 9 kilos à 4 mois et demi. Donc en fait, bercer à bras un enfant de 9 kilos... pendant longtemps, c'était un peu dur physiquement, mais aujourd'hui, il a 6 ans, il dort bien, tout va bien. C'est un passage. C'est ce que je me dis aussi, c'est un passage. C'est ça. Parfois très long. Parfois trop c'est long, et puis le manque de sommeil, c'est dur. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper dur, et puis en fait, on avait des attentes qui n'étaient pas réelles, en fait. D'attentes qui dorment à 3 mois, c'était... Oui, il y en a qui le font, mais soyons clairs, c'est pas la majorité, en fait. Mais oui. Et en fait, mais c'est ce qui est vendu par nos parents, par tout le monde, mais non. Et en fait, c'est là où je trouve plus dur en fait d'avoir des attentes qui sont juste pas réalistes. C'est-à-dire que vraiment tous les matins, je me levais en disant c'est pas encore cette nuit qu'il a dormi une nuit entière, quoi. Ce qui fait que tous les matins, c'était dur.
Là où parfois d'avoir, je trouve plus de recul de se dire il dormira quand il dormira ou là il a dormi, c'est ok, on prend, on emmagasine et puis ça compensera les fois où il dormira pas. Mais bon, on n'est pas toujours en capacité d'avoir du recul comme ça, d'avoir. Puis la fatigue aidant, ça n'aide pas non plus. Ouais, je pense que le manque de sommeil, c'est torture. Ça a été des techniques de torture, hein, la guerre, etc. Donc, c'est bien une raison. Alors, quand est-ce que vous vous dites, on va se lancer dans le projet du deuxième? Au début du confinement, on va passer le baby clash du premier qu'on a. Ah, t'as eu un baby clash? Ouais, on a eu vers. Il avait 15-16 mois. Je pense qu'on l'avait. Moi, je l'avais pas confié en fait. C'était pas possible pour moi. C'était dur. Je suis un peu maman louve poule. C'est-à-dire que quand il était confié à la crèche, mais la semaine quand on bossait, mais en fait le week-end jamais on l'avait confié au papy mamie, jamais on était partis tous les deux en amoureux, même 24 heures pour se retrouver en fait. Et je pense que vers 15 mois à peu près, en fait, on était moi j'avais quand même passé ma grossesse à lui dire on va être fatigué, ça va être dur, des fois on va s'envoyer bouler, il faut pas qu'on le prenne faut pas qu'on se braque en fait, on sera fatigué et ça va être on avait quand même bien notion de ça, donc je pense que la première année ça a été un peu un fil conducteur. Ok, on est fatigué, ok, des fois on s'accroche, on se parle mal, mais on est fatigué, ça va passer. Et puis finalement, il y a un moment donné, je pense que la fatigue aussi rattrape et fait que et puis on avait besoin, je pense, de se retrouver. Oui. Donc ouais, il y a eu un moment donné là, c'était un peu dur, donc on a à un moment donné, pris l'option de le confier, de partir 24 heures, se retrouver tous les deux, faire le point, puis se rendre compte, alors surtout moi, parce qu'effectivement, moi je me pose 15 000 questions à l'heure et que mon mec s'en pose absolument jamais. Peut-être qu'un juste milieu entre nous deux serait bien. Mais bref, on est fait comme ça. Donc pour moi, il y a un moment donné, effectivement, où je me suis dit, effectivement, on a eu cette période dure, mais de toute façon, non, on continue ensemble, il y a pas de question, on y va. Beaucoup de communication. Donc ça, c'était, tu vois, fin 2019. Noé avait un peu, je crois que c'est ça, 15 mois. Et donc, 2020, là, le mars 2020, le confinement, etc., en mode, mais en fait, c'est quoi l'essentiel? Là, oui, il ferme tout. Mais vraiment, dans les quelques jours, en plus, nous, on a appris le confinement, on était au ski, complètement déconnectés de la réalité. Enfin, bref. Et de se dire, en fait, c'est quoi l'essentiel dans la vie? Notamment, c'est ça, avoir des enfants. Donc j'ai envoyé un message à ma sage-femme FISA, sachant que, tout allait être fermé, etc. Je voudrais enlever mon stérilet. Et en fait, elle m'a reçu dans les premiers jours du confinement. Ce n'était pas un motif, en soi, normalement. Mais, donc voilà, mars 2020, j'ai enlevé mon stérilet. Sylvain était un peu moins près que moi, mais bon, dans l'idée où pour Noé, ça avait mis 4-5 mois, ça ferait son chemin d'ici là, quoi. Au final, je tombe enceinte en avril 2021, donc 13 mois plus tard. Ça a été long, là, tu l'as trouvé? Ouais, ça a été long. Je pense que jusqu'aux 4-5 mois que j'avais mis pour Noé, ça allait. Et puis après, mince, ça fait 5 mois, 6 mois, pourquoi je suis pas enceinte? Après, il y a un moment donné, je me disais, en même temps, si je tombe enceinte là, il naîtrait au moment de Noël, moi je suis née déjà au moment des fêtes. Bon, c'est pas grave, ce sera bien, c'est le mois prochain. Donc, il y avait des petits trucs comme ça où j'arrivais à me consoler un peu. Puis, à un moment donné, quand même, pourquoi ça marche pas? Alors que j'ai l'impression de mieux connaître mon corps. Et puis, pourquoi ça marche pas? Alors, pour Noé, ça a marché. Donc, on avait commencé des examens. Moi, j'avais une hystérosalpingographie qui était prévue. Alors, tu peux expliquer ce que c'est? C'est une radiographie des trompes et de l'utérus. On injecte un produit, a priori. Donc, je l'ai pas eu au final. Mais il paraît que ça fait mal, il paraît que ça fait mal, ouais. Donc, il était programmé et en fait, quand tu as cet examen-là, il faut que tu fasses un test de grossesse, je crois, 2 jours avant, parce qu'effectivement, s'il y a une grossesse, tu le fais pas. Oui. C'est ce qui s'est passé pour nous. Ah ouais? Ouais. Mais Sylvain, du coup, avait fait lui son spermogramme. Ok. On s'était calé à peu près, tu vois, sur les mêmes 15 jours. C'est un peu plus simple pour eux, on va dire. C'est un peu plus simple, effectivement. Le spermogramme était bon, les premiers résultats étaient bons. Et en fait, je suis tombée enceinte. Donc, avant le spermogramme, il faut avoir une abstinence de 2 à 4 jours. Okay. Donc, il y a eu en gros le rapport juste avant en se disant, après, pendant 2-3 jours, il se passe rien. Et en fait, c'est ce rapport-là qui a donné la grossesse. Vous étiez tous les deux peut-être aussi psychologiquement j'en sais rien. prêts, ou... Puis, il y avait un côté où après, je me dis, mais pourquoi il a calé le spermogramme là? Alors qu'effectivement, ça va tomber pile au moment où j'ovule. Moi, j'avais acheté des tests d'ovulation. Je commençais à devenir un peu... je prenais des compléments alimentaires pour favoriser la fécondité, voilà. Et je me dis, mais pourquoi il a pris pile le rendez-vous du spermogramme, pile, même si évidemment, en fait, il avait pas en tête mon calendrier d'ovulation, qui en plus parfois peut être un peu variable un jour ou l'autre, mais
Et au final, ouais. Après, quand elle a dit, la grossesse, du coup, c'est tel jour ou tel jour, non, en fait, tel jour, il y avait le spermogramme, donc en fait, on sait que. Donc, super nouvelle. Donc au final, ouais, après 13 mois, c'était long, mais ça y est, ce bébé était là, donc il y a eu un petit coup de, non, je me réjouis pas tout de suite. Je veux être sûre, parce que j'ai fait un test un soir avec une barre ultra pâle, et pour Noé, j'avais toujours 2 tests. C'est-à-dire que je savais que quoi qu'il arrive, comme ça, je pouvais toujours faire un deuxième. Et là, cette fois-là, même les fois où j'avais fait là pendant cette année d'attente, j'avais toujours 2. Comme ça, si jamais le premier était foireux, j'avais un sous la main, quoi. Et là, en fait, je devais bosser en 12 heures les 2 jours suivants, donc c'est-à-dire de 7h30 à 20h. Et je me dis, mais en fait, il faut que je sache si je vais avoir mes règles ou pas, parce que quand je suis 12 heures au boulot, je peux pas forcément aller toutes les 2 heures aux toilettes vérifier si j'ai pas mes règles. Donc, je devais les avoir sur un des 2 jours. Et en fait, du coup, je fais à 20h, la Noé dans son bain, je fais le test et on le regarde ensemble. Et là, au début, je lui dis, tu vois, c'est négatif. Et en fait, tous les deux, on se penche. En fait, on dirait quand même qu'il y a une petite barre qui était très très pâle, mais j'avais pas ce fucking deuxième test. Donc toute la journée, le lendemain, j'étais un peu dans l'attente. Mon mec était chargé d'aller acheter en pharmacie parce qu'en travaillant de 7h30 à 20h, oui, c'est fermé, où tu vas à la pharmacie de garde, tu sais pas où aller. Ouais, donc bref, mais non, c'était positif et ce bébé est resté bien accroché. Alors, comment t'as vécu cette grossesse et surtout de la préparation par rapport à l'accouchement? Ouais, la grossesse s'est bien passée. J'ai eu un peu plus de mal à prendre du poids, voir des changements de mon corps, etc. Ce qui était un peu paradoxal. Je me disais, ça fait 1 an que j'attends ça et voilà, mais quand même, j'ai pas été malade. Enfin, j'ai eu quelques petites nausées, mais franchement rien de méchant, pas de vergeture. Donc non, grossesse top. Et là, par contre, je me suis dit, ok, donc en fait, pour un accouchement, j'avais dû lire à un moment donné que l'accouchement, en gros, il y avait 50%, c'était le bébé qui influait sur le déroulé de l'accouchement, et 50% c'était la maman. Je me suis dit, de toute façon, je pourrais pas agir sur la partie bébé, mais je vais faire en sorte d'agir pour ma partie à moi. Donc j'ai fait plein de choses. Dans la préparation avec ma sage-femme, j'ai fait de la sophro. J'ai fait de l'hypnonatal aussi avec Sarah, qui est autour de Rennes. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, trouver le lieu ressource, etc. Et puis j'avais aussi acheté une préparation avec une doula. En plus, on était encore 2021, il y a quand même des restrictions encore, donc pas mal. Donc c'était une préparation, il y avait des petites vidéos sur avoir confiance en soi, etc. Il y avait un groupe WhatsApp, on était une dizaine de mamans avec des termes sur je sais pas, une fourchette d'1 mois. Et puis en fait les petites vidéos m'ont fait du bien parce que moi quand même je suis infirmière puéricultrice, donc je suis dans la santé, je m'occupais d'enfants dont les grossesses se passent pas bien ou les naissances se passent pas bien, donc j'avais quand même un prisme qui était quand même la naissance c'est pas forcément toujours rose. Le corps il est pas toujours bien fait, etc. Et en fait ces vidéos m'ont aidé à changer mon prisme, mais sans que ce soit, pour moi en fait des fois t'as l'impression que t'opposes c'est soit l'accouchement à l'hôpital sous péri, soit l'accouchement dans une forêt ou chez toi quoi, au milieu des bois quoi. En fait il y avait pas d'entre-deux, et là avec cette doula c'était ça que j'aimais bien, c'est-à-dire que l'essentiel finalement c'était que t'aies un bon vécu de ton accouchement et que tu sois bien informé. Mais ça m'a quand même aidé à changer mon prisme de toutes les naissances se passent pas prématurément ou cata. Et effectivement, le corps de la femme, il est quand même fait pour, etc. Donc là, je me suis quand même préparée, avec ces vidéos, l'hypnonatal, la sophro. J'ai fait aussi des massages femmes enceintes. Je me suis gonflée d'ocytocine. Je me suis informée aussi sur comment se passe le corps et le cerveau au moment de l'accouchement, donc avec des podcasts dont Michel Audin, avec la BD en naissance de Lucille Gomez, des livres comme ça. Et en fait, un ensemble de tout, je me suis vraiment dit, il faut que je me gorge d'ocytocine, de plaisir, de bonheur, et voilà. Et je vais agir sur ma partie. Il restera les 50% du bébé, mais moi, je vais faire mon job sur ma partie. Alors, comment ça s'est passé le jour J? Ça s'est passé que le jour J, j'étais en train de terminer le tome 2 de justement Lucille Gomez. Et le soir, en fait, à table, je sentais un peu que que mon corps travaillait un peu, ça me serrait de temps en temps le ventre, mais bon, on a mangé, etc., on s'est couché, donc j'ai bouquiné le tome 2 jusqu'à à peu près minuit en me disant, si jamais c'est cette nuit, ce serait bien peut-être que je dorme. Je n'avais pas forcément hyper envie de dormir, je vais arrêter de lire là.
Donc j'ai posé mon livre, j'ai éteint ma lumière à minuit et à 3h moins le quart, 2h30, 3h moins le quart, j'étais réveillée parce que je n'arrivais plus à trouver de place dans mon lit, sachant qu'en gros entre minuit et 2h, j'avais dû aller faire déjà 2 fois pipi, donc un sommeil entre deux. Je suis allée me couler un bain. Finalement, une fois qu'il était rempli et coulé mon bain, j'étais pas bien dedans, donc je suis descendue en bas. J'ai allumé ma bougie, mes copines m'avaient organisé un blessing way. Ah, génial. Donc c'est pareil, ça a été une après-midi, une journée incroyable. Elles m'ont gorgé d'amour et de positif et c'était vraiment dingos. Et elle m'avait laissé une bougie pour que je puisse allumer au moment du travail. Donc j'ai allumé ma bougie, je leur ai pris une photo que j'ai pas envoyée tout de suite. J'ai fait un peu mon truc, un peu de ballon, mais j'étais pas très bien. Donc je suis allée aux toilettes, je suis ressortie et puis je me dis tiens, je vais quand même mettre une appli pour voir comment c'est. L'appli, en fait, j'avais à peine le temps de la déclencher. Enfin, les contractions étaient assez fréquentes, toutes les 2 minutes, je crois. Enfin, donc voilà, mon conjoint, quand j'étais dans le bain, était venu me voir en mode on appelle ta mère parce que du coup il y avait Noé. Bah oui. Et je lui dis non mais tout va bien là, je prends un bain pour l'instant, ça roule. Et puis en fait quand je suis sortie de mon bain, ça a réveillé Noé. Donc Sylvain a passé du temps avec Noé pour le rendormir. Bah ouais, pour essayer de le rendormir. Et puis à un moment donné, il est quand même descendu, il me dit mais il faut appeler ta mère. Je lui dis bah là oui, je pense qu'il faut que tu l'appelles. Donc il l'a appelée, elle a répondu tout de suite. On avait un plan B si jamais elle entendait pas, parce que voilà, oui, la nuit sûr. quand même. Mais non, elle a répondu franchement genre première sonnerie. Elle habite à 20 minutes, elle était là en 23 minutes, je pense, le temps de sauter dans son slip et d'arriver. Et en fait, Sylvain était resté avec Noé tout le long. Moi, j'ai pas réussi à quitter mes toilettes en fait. J'avais complètement besoin. Je pense le bébé faisait sa place et j'arrivais pas, en fait, dès que je me relevais de mes toilettes en disant, faut que je sorte, je vais aller faire du ballon, il faut que j'aille écrire sur mon petit cahier pour ma mère que l'école c'est entre 8h20 et 8h30, que la brioche c'est dans tel placard, même si elle connaît chez moi, mais j'avais besoin de lui laisser 2-3 petites consignes. Ouais, je me souviens notamment l'heure de l'école. En fait, j'arrivais pas vraiment à quitter mes toilettes, quoi. Et finalement, remettre ma culotte, ça devenait insupportable. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donc voilà, il y a un moment, ma mère est arrivée. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais vomir, donc je lui ai demandé une bassine. Finalement, ma poche des os s'est complètement éclatée dans mes toilettes. Ah ouais. Dans la pièce des toilettes, vraiment, ça a éclaté. Donc voilà. Donc là, Sylvain m'a dit, il faudrait que tu sortes. Je lui dis, oui, je sais. J'essaye. Je lui dis, appelle-les pour leur dire qu'on arrive et que ça va aller vite. Puisqu'en fait, au rendez-vous du 9e mois, j'étais déjà à 2-3 centimètres. Elle m'avait dit que j'avais un col qui était favorable. Et j'avais essayé, moi, après, à la maison, d'essayer de toucher mon col, en fait. J'étais curieuse. Bon, j'ai jamais réussi. J'avais essayé allongée, assise, accroupie, après, sous la douche. Mais oui. Tout, Donc, et puis, je suis pas sage-femme, donc voilà. Mais j'arrivais pas. Donc, voilà. Mais ce qui fait qu'après, quand j'ai pris mon bain, j'ai essayé de sentir si je sentais quelque chose. Et clairement, là, je sentais, en fait, l'ouverture. Et avec le recul, je pense que j'étais déjà 5-6 en fait. Je suis pas habituée, je suis pas sage-femme, mais bon, je sentais bien. Et après, dans mes toilettes, une fois que la poche s'est percée, j'ai réessayé du coup de m'examiner, c'est pas bien grand mot parce que je ne suis pas sage-femme, mais là, je sentais les cheveux en fait. Ah ouais. Mais ce qui fait qu'à ce moment-là, je me suis dit de toute façon, c'est cool, j'aurai pas ma péri parce que je tiens pas en place. Donc je tiendrai pas en place pour avoir ma péri. De toute façon, le temps qu'on arrive, j'aurai pas ma péri et tant mieux, c'est ce que je voulais. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, donc il a appelé la mater pour dire on arrive, le nom, etc. Et je pense que après j'ai perdu un peu notion du temps, mais je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit en fait là, c'est soit je lui dis qu'on appelle les pompiers et que je vais accoucher là, dans les toilettes, soit je me mets en gros un coup de pied au cul, je m'habille et on y va. Parce que je sentais que c'était maintenant. Ouais. Donc ma mère est arrivée vers 4h si je me trompe pas. J'ai réussi à sortir des toilettes à 4h20, 25. Ma mère et mon mec m'ont aidé à mettre ma jambe de leggings, enfin mon leggings et mes chaussures et on est monté dans la voiture. On habite à même pas 10 minutes de l'hôpital, je pense qu'on a mis encore moins que d'habitude pour faire. Arrivé devant l'hôpital, je lui dis tu vas chercher un fauteuil en fait parce que si je sors de la voiture debout, je marche, j'accouche là. Ouais. Effectivement, elle était chercher le fauteuil, on est monté et elle est née à 4h59. Donc quand on est monté, il nous a dit on vous attendait parce qu'effectivement entre le moment où il a appelé pour dire on arrive et le moment où j'ai réussi à sortir de mes toilettes, il s'est passé un peu de temps donc il nous attendait. Et donc là il dit je vais vous examiner pour savoir si le bébé est là. Je lui dis mais en fait il est là, je le sais. J'avais remis mes doigts en fait et j'avais bien senti que le bébé il progressait. En fait, j'avais l'impression qu'il était à un demi-doigt mon bébé. C'est l'étudiante sage-femme qui me défait juste une jambe de leggings, une chaussure d'abord, une jambe de leggings, qui m'examine et qui me dit il est dans le D3 moyen, donc dans la progression du bébé. Effectivement, il était très engagé. Et donc là, chambre 11. Et en fait, moi j'ai vu la chambre 1, 2, 3, et je me suis dit, mais pourquoi ils m'ont pas mis dans la chambre 1 ? On m'envoie chambre 11 tout au bout. Ça m'a paru hyper long de traverser le couloir.
Ils ont demandé à Sylvain, du coup, si on avait fait un projet de naissance. Donc, moi, j'avais fait une petite affiche, ça faisait partie de ma préparation. J'avais eu une photo de nous 3 et expliqué brièvement, effectivement, que la naissance de Noé avait été difficile, qu'on n'avait pas découvert notre bébé au même moment, que là, on connaissait pas le sexe de ce bébé et que du coup, finalement, peu importe comment ça se passait, on voulait le découvrir ensemble. On voulait pas qu'il y en ait, s'il y avait de nouveau une césarienne ou autre, que Sylvain sache avant moi ou autre. Et puis, j'avais mis des petits pictogrammes pour dire, voilà, j'aimerais pas avoir péri, j'aimerais qu'on soit dans une ambiance sympa. J'avais préparé un sac avec des guirlandes, de la musique, des balles pour les massages, les mots de mes copines, mes petits mantras. J'avais imprimé des petits mantras. Autant dire que du coup on est parti de la maison à 4h30, je suis allée coucher à 5h, on va dire. J'ai pas du tout décoré. Non, le sac est resté dans la voiture. Et tant mieux. Et vraiment, donc ils nous ont demandé, voilà, donc j'ai dit, je veux pas accoucher, pas en position gynéco. L'auxiliaire puériculture qui s'appelait Sylvain, comme mon conjoint, il dit, si vous voulez, vous pouvez être sur le côté, mais ça m'avait pas inspiré sur le côté quand on avait fait la préparation. Je me suis mise à 4 pattes, finalement ça allait pas. Enfin bref, je me suis retournée et en fait, j'ai poussé une fois. La sage-femme me dit, vous êtes en train de faire naître votre bébé, c'est super. Je me dis, elle me raconte des cracks pour m'encourager. Et donc là, j'ai mis ma main pour toucher. Effectivement, la moitié de la tête était sortie. Et donc, j'ai poussé une deuxième fois et pouf, elle était là. Ah, génial. Donc, vraiment, une naissance, t'aurais pas vraiment aimé? Non, après, j'ai eu une déchirure. Donc, j'aurais pu, le mieux aurait pu être là, mais franchement, non. Enfin, clairement, après, j'ai eu la chance que ça soit passé vite parce que je suis sortie de mon lit, on va dire, 3h moins le quart. Elle est née à 5h, on va dire, pour arrondir. Donc, en fait, en 2h15, tout s'est passé. Donc voilà, c'est là où si la naissance de Noé s'était passée avec une naissance sous péri qui se passe bien, j'aurais jamais été là-dedans et j'aurais pas vécu ça. Ce moment finalement d'arriver à cette naissance sans péri et ce sentiment de force et de fierté incroyable en fait, de se dire putain, je l'ai fait quoi. Franchement, j'ai réussi quoi. J'ai eu ma naissance sans péri, là où je pense que la naissance de Noé, je l'ai vécue sûrement, je pense, comme un échec aussi. Là, non. Là, il n'y avait pas d'échec, quoi. Il n'y avait pas d'échec. J'ai eu ma naissance sans péri, presque dans mes toilettes. Mais j'ai eu ma naissance sans péri, quoi. Et ça... c'est à réconcilier, quoi. Ouais, grave. Et même peut-être ton mari aussi devait être content d'être avec toi et avec votre fille. Le vécu est pas du tout le même. Et puis du coup, une fois qu'elle est née, que je suis recousue... Vous avez vu le sexe ensemble? C'est ça. Donc là, Sylvain dit, une fois du coup, le bébé posé sur moi, il me dit, je crois que j'ai vu un zizi. Il s'appelle Ninon, donc autant vous dire qu'il n'y avait pas du tout de zizi. Mais effectivement, on a regardé, là, le côté fille, il y avait c'était la cerise sur le gâteau. Moi, j'avais effectivement dans mes rêves de maternité, il y avait quand même un gars, une fille. Un gars, une fille, même si ça avait été un deuxième gars, ça aurait été génial parce que j'avais un prénom que je kiffais en tête, etc. Enfin, peut-être pour le troisième, je sais pas. Non, il y aura pas de troisième. Non, et puis le prénom garçon c'était Nino, donc avec une fille qui s'appelle Ninon. Non, et c'était pour ça effectivement qu'on avait choisi aussi ce prénom fille là. S'il y avait pas de troisième, il y aurait quand même un Ninon, qui est voilà, un prénom que j'adore, mais vraiment, voilà, une fois recousie, en plus l'auxiliaire puériculture, donc qui s'appelle Sylvain, nous dit c'est une belle date. En fait, c'était son anniversaire aussi à lui. Donc je me dis, sur la naissance de Noé, la sage-femme avait le même prénom que ma mère, sa fille s'appelait comme moi. Là, l'auxiliaire puériculture a le même prénom que Sylvain et la même date de naissance que notre fille. Il y a des coïncidences. Ouais. Et il me dit, mais vous voulez... Il m'a dit ça, vous voulez vous rafraîchir, je crois. Je lui dis quoi? Il me dit, là, il y a une douche. En fait, dans la salle d'accouchement, il y a une porte avec une douche. Je dis, je peux prendre une douche? Bah ouais. Ah carrément. Et effectivement, c'est là le parallèle entre la césarienne. Tu remontes dans ta chambre à minuit, tu passes la nuit dans ton lit, t'es levé le matin après avoir, on t'a enlevé ta sonde, on te lève tout doux avec quelqu'un, une douche mais pas trop vite, etc. Et là, en fait, 2 heures après, même pas avoir accouché, j'étais sous la douche. Après, j'avais un petit déj. Là, tu te dis, mais la récupération et tout, c'est 2 salles, 2 ambiances. T'as été un petit peu recousue et après t'as eu quand même la tétée d'accueil. Ouais, on a fait la tétée d'accueil. Et l'allaitement Nickel. Nickel aussi. Nickel. 18 mois d'allaitement. Ah ouais. Et alors comment t'as fait? Parce que t'as repris le travail ou non? Voilà. Non, là la décision aussi était prête. Finalement aussi cette grossesse, je pense qu'elle a aussi mis du temps à s'installer parce que moi je l'attendais pour faire une pause de l'hôpital, une pause des nuits. Je pense que j'arrivais à saturation, donc il y avait aussi ce côté où je pense que j'attendais de tomber enceinte parce que je savais que je m'arrêterais et que ça me ferait une pause. Donc là, je savais que j'avais pas envie de retourner à l'hôpital. Je savais, donc le terme c'était janvier, donc je savais que de toute façon je reprendrais pas avant
soit septembre, soit janvier d'après, et qu'il était hors de question que ce soit une activité professionnelle qui me fasse arrêter mon allaitement. Que si je voulais l'arrêter au bout de 3 mois, je l'arrêtais au bout de 3 mois. Mais je voulais pas que ce soit induit par de la fatigue parce que j'ai repris le boulot, qu'il faut tirer, tout ça. Je voulais pas ça. Donc voilà, je l'ai allaitée. J'ai repris le boulot en janvier 2023, donc quand elle a eu 1 an. Et puis on a continué tranquillou jusqu'à l'été où là j'ai eu besoin de récupérer mon corps. C'est toi qui as voulu arrêter ou c'est elle? Non, c'est plutôt moi qui a initié parce que Ninon, elle était bien. Elle était bien. J'ai aussi initié cette fois-ci le sevrage nocturne, mais quand elle avait 14-15 mois, parce qu'on avait besoin de dormir des nuits complètes. Et que même si je savais que l'allaitement était pas à 100% responsable de ça, à un moment donné, moi je me suis quand même dit, elle a 15 mois, si elle veut téter la nuit, c'est parce qu'elle veut des câlins, du réconfort, elle a plus besoin de lait. Mais évidemment, l'allaitement, c'est pas soit que du lait, soit du câlin, en fait, c'est toute la complexité de l'allaitement. Mais voilà, il y a eu un moment donné où je sentais aussi que j'arrivais au bout du truc. Et voilà, il y a eu une journée, en fait, on l'a confiée, ça s'est pas bien passé. Elle l'a beaucoup réclamé. Enfin, c'était une journée plus une nuit. Et elle avait déjà été en journée confiée parce qu'en plus, passé 12 mois avec la diversification, il n'y avait pas besoin de tirer mon lait, etc. Je voulais pas rentrer là-dedans. Et en fait, la fois là, elle était gardée en soirée. On avait une soirée tous les deux, notamment de jeune fille et de garçon ensemble. On avait besoin aussi de ce temps-là pour se retrouver. On a dû rentrer en catastrophe parce qu'elle était inconsolable, qu'elle hurlait. Et puis à peine à rentrer, elle a tété, elle s'est endormie en 4 secondes. Et en fait, ça a été le déclic pour me dire, c'est le moment. Je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie de faire avec cet allaitement. Il faut que j'initie un sevrage. Donc ça, c'était en mars et la dernière tétée, c'était en juillet. Donc on a pris notre temps. Mais voilà, je sentais qu'à un moment donné, c'était le moment. J'avais été au bout du truc. Top. Et là, pas de baby clash? Si, bon baby clash, un peu à distance aussi, pas tout de suite, mais au bout de 15-18 mois aussi. Pareil en fait, pas trop réussi, pas trop envie de la confier la nuit et en même temps du mal à se retrouver tous les deux parce qu'il y a aussi une gestion au quotidien. Il y a le premier et puis on a laissé s'instaurer un truc où en fait Sylvain s'occupait de Noé, je m'occupais de Ninon. Et parce qu'au début c'était comme ça, puis parce que déjà je pense sur la fin de la grossesse, après Sylvain s'occupe de Noé depuis toujours, mais sur la fin de la grossesse, il y avait des fois où je lâchais un peu le truc parce que fatiguée, le ventre, aller se mettre à 4 pattes dans le lit. Il y avait des choses, c'était plus possible. Et puis en se disant aussi pas faire cette rupture quand le bébé va arriver. Donc préparer en amont finalement que parfois je suis pas disponible. Là, j'étais pas disponible parce que j'étais fatiguée. Puis après il y avait le bébé. Et puis voilà, je pense qu'on a laissé s'instaurer un truc parce que à un moment donné c'était confortable. Mais à un moment donné, du coup, c'est un truc qui a fait quand même un peu scission. Où Noé c'était que papa, même si évidemment ils ont leur phase, mais là ça durait. Ninon c'était que maman, elle hurlait si son père l'approchait, Noé hurlait si c'était moi qui approchais, et dans tout ça, le fait de pas dormir la nuit, les tensions, tout ça font que à un moment donné il y a quand même une émulsion et un truc qui fait que c'est soit faut enrayer le truc, soit on continue comme ça et la situation elle pourrit et effectivement on va aller à la séparation en fait, clairement. Et comment vous avez réussi à surmonter tout ça? En prenant le taureau à bras le corps et en disant en fait là la situation actuelle elle est plus possible. En gros on n'est que des parents, c'est-à-dire qu'on gère nos enfants. On a l'impression qu'il y a un système de préférence qui s'installe ou de temps préférentiel avec l'un ou l'autre. C'est pas possible en fait, c'est pas durable. Donc on a fait en sorte de rebousculer la dynamique qui était du coup pas saine et de prendre du temps pour nous surtout. Mais c'est génial parce que vous avez, j'ai l'impression dans ce que tu dis que vous avez identifié le problème et que surtout vous communiquez beaucoup. En fait, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à plus de communication. Donc c'était soit là on remet de la communication, soit ça va à la séparation en fait. Là, autant pour nous, ça m'a un peu questionné, etc. Mais la question de la séparation, c'était pas vraiment posée. Autant là, à un moment donné, clairement, moi je me suis dit, et puis lui avec la fatigue, il est pas très tolérant à la fatigue. Du coup, il s'énervait contre les enfants. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est pas possible qu'il parle comme ça à mes enfants. C'est pas possible qu'on ait cette ambiance-là dans la famille. Donc c'est soit les choses elles changent, soit c'est la catastrophe en fait. Et là où mon conjoint parfois c'est pas un grand communicant, il y avait plein de fois où moi j'essayais de communiquer, etc. Et il me disait mais tu te poses trop de questions et sûrement qu'il y a plein de fois où je m'en posais trop, mais je pense que j'essayais aussi d'alerter, de dire que ça n'allait pas en fait. Et jusqu'au moment donné finalement il y a eu un espèce de point de rupture en fait où même lui je lui dis mais en fait ton refus de communiquer là c'est délétère, donc c'est soit là on communique soit on se sépare en fait, il y a pas de
Et donc effectivement, on a réussi à remettre de la communication, remettre les choses à plat, et puis surtout, on est passé en mode à un moment donné aussi, il faut que là prioritairement on s'occupe de nous, on prenne du temps ensemble. Donc on va confier. Alors Noé il est grand maintenant, il a l'habitude d'aller un peu chez papy mamie quelques jours et tout, c'est facile. Là Ninon c'est la première fois, là tu vois il y a 2-3 semaines elle est partie 4 jours chez mes beaux-parents, c'était la première fois qu'elle partait autant de temps. Ça s'est bien passé. Mais ça s'est très bien passé. On a eu, même si on continue à travailler, on a eu nos soirées. On est sortis, on a été au ciné, on n'avait pas été au ciné depuis 8 ans, enfin. Et là, sur les prochaines vacances, c'est pareil. Elle va aller quasiment une semaine et on va avoir 3 ou 4 jours tous les deux, où là, on travaille pas et on va partir Mais en fait, c'est presque dommage, en fait, d'en arriver à un point presque de rupture, en fait. J'ai pas de non-retour, du coup, parce qu'il y a un retour possible, mais un point de rupture et de gros clash. Mais c'est bien que t'en parles à mon micro, parce que je pense que maintenant, on en parle, notamment avec Anna Roy, qui a sorti son livre. Mais c'est assez tabou. Mais oui, en fait, on n'en parle pas. Mais tout le monde le vit. Moi, la première, enfin, des fois, il y avait zéro communication, parce que la fatigue, etc., c'est toujours un jeu d'équilibriste, et il faut pas s'oublier. Ouais. Et c'est vrai qu'on fait passer souvent la priorité par les enfants. Oui. Et le couple passe après. Le couple, et puis nous-mêmes. Finalement, aujourd'hui, ce temps aussi, toutes les deux, c'était aussi... Là, l'idée de la démarche, c'est d'entendre plein de témoignages, et finalement, ça m'a, tu vois, tu disais tout à l'heure la préparation sur cette deuxième grossesse. J'ai écouté plein de tes épisodes, la matrescence, Bliss, effectivement les plus connus. Et en fait, il y a plein de mots dits par des gens qui m'ont parlé, en fait, qui m'ont. Et c'est là aussi où j'ai eu envie de me dire, en fait, j'ai l'impression d'avoir des choses à dire, peut-être juste parce que j'ai besoin de poser mon histoire à moi, et peut-être que ça va faire écho à personne. Mais il y a des gens, en racontant leurs histoires, ils m'ont fait écho à moi, et ça m'a aidé. Que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans la préparation de cette naissance, d'entendre des récits d'accouchement de femmes sans péri. Enfin, vraiment, tous ces différents témoignages, tout le monde a des histoires hyper singulières, mais en fait, parfois, il y a juste une phrase qui est balancée comme ça, et te dire, mais en fait, elle vient de poser des mots sur un truc que je vis et que je ressens, et que j'avais pas su dire, ou pas cherché à le dire, mais en fait, elle a raison, quoi. Et vraiment, elle a raison. Et c'est là où, moi, j'avoue que ces dernières années, les podcasts, ils augmentent vachement. Et en fait, je me suis vraiment beaucoup retrouvée dans plein de témoignages. Il y a encore pas très longtemps, j'ai écouté le témoignage de Elodie Emo, une puéricultrice qui a lancé une initiative et qui a une histoire aussi singulière, où sa maman, elle, a été abandonnée. Et où elle a très très peur, et consciemment et inconsciemment, que ses enfants puissent à un moment donné penser qu'elle puisse les abandonner. Moi, j'ai pas une relation hyper... je suis pas très proche de ma mère, etc. Et en fait, à un moment, elle dit, en fait, pour moi, il est inconcevable que mes enfants puissent imaginer que je ne les aime pas. Et elle dit, là, aujourd'hui, je suis toujours pas sûre que ma mère m'aime, parce qu'elle me l'a jamais dit et qu'elle l'a pas forcément démontré. Pour moi, il est inconcevable que mes enfants puissent douter de ça un jour. Et en fait... Mais vraiment, je me souviens que la fois où j'ai écouté ça, j'étais dans ma voiture en allant je sais pas où, je me suis complètement mise à pleurer. En fait, c'était totalement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, là aussi, ma mère m'a jamais dit ça, j'ai pas souvenir d'avoir eu des moments de tendresse, etc. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis complètement louve, et que ça a été difficile pour moi de confier mes enfants, parce que il est hors de question qu'ils puissent à un moment donné s'imaginer que je ne les aime pas et que je puisse les... Sachant que je suis sûre que tu leur dis que tu les aimes. Mais oui, mais bien sûr. Et puis, comme on dit mon conjoint, mais c'est pas du tout pareil. Et voilà, mais voilà, tout ça pour dire que effectivement dans les podcasts, il y a plein de choses comme ça, plein de moments où tu te dis, mais grave, mais oui, mais tellement. Et le fait là de prendre du temps pour moi. Aujourd'hui, j'ai posé ma journée pour des rendez-vous de santé pour moi que je repousse depuis longtemps, pour finalement ce petit temps là ensemble où on échange, on discute. Et oui, mes enfants là aujourd'hui sont confiés, ils sont en garderie, à la MAM, etc. Mais et tu culpabilises pas? Non, parce qu'en fait, je suis arrivée à un moment donné où en fait c'est ça, où en fait je m'épuise aussi, où à un moment donné je me suis dit, mais en fait quand on parle de santé mentale et tout, mais je pense que si là je fais pas un break pour moi, ma santé mentale elle va vraiment prendre un coup, quoi. Il y a eu des moments où je me suis sentie quand même hyper fragilisée. Et c'est là où, je rebondis tout à l'heure, tu disais peut-être un troisième. Je pense que si on a un troisième enfant, notre couple ne survivra pas, et ma santé mentale non plus. Donc mes tripes et mon côté, je suis faite pour être enceinte, je suis faite pour allaiter, avoir un tout petit bébé, répondre à ses besoins. Oui, quand tu veux demain, mais effectivement, on prendra pas le risque, je pense, de mettre en péril. Et puis il faut être prêt. Pour après peut-être que dans 2 ans on changera d'avis, j'en sais rien. Jeune.
Ça va ? Ouais, merci. Mais là aujourd'hui, ouais. Effectivement, mais c'est fou en fait d'en arriver à un point où alors il y a des femmes finalement qui y arrivent avant ce point de rupture et de se dire là stop. Stop. Oui, j'aime mes enfants, oui, je ferai tout pour eux, mais juste là si je prends pas soin de moi, on va à la catastrophe. Si je prends pas soin de moi, si je prends pas soin de mon couple, on va à la catastrophe. Donc aujourd'hui, effectivement, on l'a identifié et on le met en action. Mais il a fallu que ça passe effectivement par des gros moments de doute et de remise en question. Ouais, mais merci du témoignage parce que c'est fort. Et puis, je suis sûre, à un moment, tu disais, ça parlera peut-être pas, mais je pense que ça parlera parce que, par exemple, moi, on n'a pas vécu la même chose, même si césarienne n'est pas du tout dans le même contexte et accouchement physio, mais pas du tout dans le même contexte non plus. Bah, nous aussi, on est passé par des phases de down totales. Oui, et puis en fait, finalement, tous ces trucs où on libère la parole, et c'est quand même salvateur. Pour cette deuxième grossesse, j'étais enceinte en même temps qu'une amie aussi. On avait 15 jours d'écart nos termes et on a traversé du coup plein de choses. Hein. Et là aussi, on a traversé aussi les doutes de la même manière et évidemment, il y a eu une proximité qui fait qu'on se le dit, ou genre je partage ça avec des amis très très fortes, etc. Mais il y a des gens avec qui on n'en parle jamais. Et personne nous dira rien. Et tant mieux si les couples sont préservés de ça. Il y en a sûrement. Mais effectivement, de dire, ben finalement, c'est normal. Alors normal, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y en a. Ça arrive en fait, et pas que de manière anecdotique, quoi. J'ai plus le chiffre en tête, mais dans son livre, elle le dit, Anna Roy, que dans la première année, beaucoup de couples se séparent. Ouais. Et on le voit actuellement. Autant c'était moins le cas à l'époque de nos grands-parents et de nos parents, parce que contexte complètement différent. Mais aujourd'hui, c'est clair. Et comme ça chamboule nos propres personnalités, enfin personne, le conjoint et la famille totalement. Et il faut retrouver ses marques. Mais je pense que nos grands-parents aussi, ils avaient déjà une conception du couple qui était complètement différente et de la famille. Et qu'à l'époque de nos grands-parents, le divorce, ça n'existait pas, les séparations, ça n'existait pas. Là, maintenant, c'est plus simple. Et on restait ensemble quoi qu'il arrive, finalement, qu'on soit heureux ou pas. Là où, effectivement, aujourd'hui, on a envie d'être heureux. Et parfois, ça passe par des familles ou des couples qui se séparent. Mais aujourd'hui, je pense c'est effectivement des époques totalement différentes. On peut pas transposer. Non, est-ce que c'est mieux ou moins bien, j'en sais rien. C'est juste que c'est différent et qu'il faut c'est complètement que différent, la société elle évolue. Mais et je trouve ça bien maintenant qu'on mette l'accent sur ce qu'ils appellent le baby clash, parce que on en parle. Je pense qu'il y a 6 ans, quand j'ai accouché de Martin, on n'en parlait pas. Et que là maintenant, on libère la parole et qu'on se dit que si on veut quitter son conjoint ou sa conjointe dans les 1 an ou 2 ans de l'enfant, faut peut-être un peu prendre de recul, etc. Parce qu'on est dans une espèce de tunnel noir et repenser son couple. Et ça se trouve, après ça passe. Bon, t'en es l'exemple, j'en suis l'exemple. Et puis, c'est juste que c'est vraiment une phase dure à passer. Ouais. C'est une phase dure où tu sais pas effectivement si tu vas aller vers du mieux. Le ciel bleu. Là, pile quand je dis ça, il y a du soleil, mais si tu vas vers le mieux ou si effectivement tu vas à un moment donné vers une séparation qui sera peut-être finalement le mieux pour chacun, mais après il faut juste que chacun y trouve son compte et que les gens soient heureux. Complètement. C'est le cul les petits oiseaux de dire ça, mais c'est quand même factuellement ça en fait. Non mais complètement. C'est l'objectif, quoi, que tout le monde que les enfants soient épanouis, vivent dans des foyers finalement, que ce soit un foyer ou 2 foyers, mais qu'ils soient dans des foyers où on se sent bien, quoi. Ouais, avec que tout le monde se sent bien dans ses pompes, quoi. Sur ces belles paroles, je te remercie. Merci à toi. C'était super, je trouve, enrichissant. Et puis, comme ça, les gens vont plus voir que d'une grossesse à une autre et d'un accouchement à un autre, tout est différent. Tout peut être complètement différent. Effectivement. Merci à toi, encore. Pauline. Merci. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.